interrogations. On essaiera d'y répondre, j'essaierai de vous y répondre. Et puis, vous verrez à la fin, je crois que c'est sur ma dernière diapositive, je vous ai mis le lien vers la foire aux questions qui va être élaborée par la SF2H pour justement répondre à quelques interrogations. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous voyez bien mon écran. C'est une présentation qui a été complètement refaite puisque j'ai déjà présenté il y a quelques semaines, pardon, aux Journées régionales de prévention des infections associées aux soins de la région Grand Est. C'était une version très light. Là, c'est une version beaucoup plus complète et qui prend en compte beaucoup plus d'éléments sur en fait l'origine des recommandations, pourquoi on les a élaborées et comment on les a élaborées. La semaine dernière, j'ai présenté ce diaporama au CEPIAS Hauts-de-France à leur demande sur donc un petit peu toutes les questions autour de ces précautions. Alors, comme c'est indiqué, effectivement, c'est plus une révolution ou une évolution. On va à vous de vous faire une opinion. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, face au changement, on n'a pas du tout la même approche. Chacun d'entre nous réagissant différemment. Et surtout quand l'approche, vous allez voir, elle est quand même un petit peu bouleversante du fait de la contestation j'allais dire, du sacro-saint dilemme entre air et gouttelette. Hein, et vous verrez que ça a reposé malheureusement sur une erreur scientifique et ce qui explique en tout cas la genèse de ces nouvelles recommandations de la Cité française d'hygiène hospitalière. Donc je ne sais pas si vous voulez le changement, si vous êtes prêt à changer. C'est pas toujours simple. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en général, face au changement, il y a trois groupes. Il y a trois groupes. Il y a la grande majorité qui sont relativement neutres ou indécis. Donc, ceux-là, je leur conseille de rester parmi nous cet après-midi, puisque notre rôle au CEPIAS Grand Est, c'est de faire en sorte que vous puissiez passer de neutre ou indécis à motivé à changer. Les motivés à changer, bah, si vous voulez aller faire autre chose cet après-midi, il n'y a pas de souci. Avec vous, il n'y aura pas de problème puisque vous êtes déjà prêts. Et puis ceux qui sont totalement opposés au changement, bah, vous aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas rester parce que c'est comme les vaccinosceptiques, rien ne les convainc. Donc, ce n'est pas nous qui allons vous convaincre cet après-midi. Donc, en fait, ce diaporama et cette présentation et cet échange qu'on va voir jusqu'à 16 heures, il est surtout destiné aux 70% d'entre vous qui sont peut-être neutres ou indécis par rapport donc à ce changement de recommandation. Donc, n'hésitez pas, préparez vos questions dans le chat et puis en deuxième partie, vers 15 heures, on commencera à voir avec vous les différentes questions. Donc, le petit côté pénible, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits. Donc, on a ce petit bip qui est sans discontinuer, puisqu'on a plus de 210 ou 220 inscrits, je ne sais plus. Donc, du coup, tant que les gens arriveront, on aura cette petite musique. Alors, juste pour vous rappeler, donc c'est deux temps. Premier temps, je vous fais une présentation. Deuxième temps, c'est échange avec l'équipe CEPIAS au complet. Juste vous rappeler d'où on part. On part de recommandations qui avaient été élaborées en 2013, donc qui ont 11 ans. Et au départ de notre réflexion qui date de 2022-2023, on était donc 10 ans après les recommandations que vous connaissiez où on différenciait la transmission air des transmissions gouttelettes. Donc l'objectif, c'était de mettre à jour ce guide. Et pourquoi il a fallu mettre à jour ce guide? Entre autres parce qu'il y a eu l'événement sanitaire que vous connaissez très bien, qui a été donc la pandémie Covid-19. En 2020, en mars 2020, quand la Covid-19 déboule sur la France, sur l'arrêt, entre autres sur l'Alsace en premier, enfin dans les premiers endroits français touchés, il y a eu l'Alsace. Très vite, on s'est rendu compte que cette pandémie, cette épidémie devenue pandémie par la suite, était quelque chose qui allait probablement bouleverser notre vie professionnelle et nos vies personnelles pour certains. Très vite aussi, se sont posées des questions par rapport au mode de transmission du SARS-CoV-2, par rapport à la prise en charge des patients, par rapport à la pénurie sur les équipements de protection individuelle. Et donc très vite, il y a eu ces questions sur certains experts considérant que face à ce virus SARS-CoV-2, il fallait forcément mettre des équipements de type FFP2 et d'autres attestant que non, ce n'était pas nécessaire, que des masques chirurgicaux, masques médicaux au sens large, suffisaient par rapport à un risque gouttelette. Donc, très vite, il y a eu cette polémique dès 2020-2021 sur
la dichotomie air-gouttelette qui pouvait être non adaptée pour considérer donc le risque Covid. Et puis, donc, l'épidémie Covid a atteint son acmé donc, en 2020-2021. Les années 2022 et 2023 sont redevenues des années plus calmes, même s'il y avait encore des vagues, hein, il y a eu plusieurs vagues, mais moins violentes. Et puis, en plus, nous étions désormais en 2022 et 2023 à la fois équipés de matériel, équipés de vaccins. Et donc, du coup, la situation sanitaire était redevenue un petit peu plus normale, un peu plus classique. Ah, quelqu'un a touché, qui a osé toucher l'écran. Est-ce que vous voyez encore comme il faut là? C'est toujours en plein écran? On peut penser Non, que on ne oui. voit plus, Loïc. On voit plus Bah rien. oui, il y a quelqu'un qui est intervenu, qui a en départagé en fait, hein. Ces points graves, on va le remettre. Et évitez, coupez vos micros et évitez effectivement de toucher. Ça arrive régulièrement dans les webinaires. Là, ça doit être bon. Je pense que vous êtes en plein écran là. Oui. Voilà. OK. Donc, en 2022 et les années qui ont suivi, 2023, beaucoup de polémiques qui, même aujourd'hui, ne sont pas encore totalement tues, alors qu'il existe beaucoup d'arguments sur le fait qu'il fallait intégrer les connaissances récentes à la fois dans l'évaluation du risque et la mise en œuvre de mesures adaptées de prévention. Donc, et puis d'avoir, bien sûr, une approche pédagogique. Et c'est tout, j'allais dire, l'essence de ces recommandations de la SF2H, c'est d'avoir pris en compte toutes les connaissances. Alors, pour ce faire, comment a travaillé la SF2H? Elle a désigné 3 coordinatrices de qualité, Yolène Carré, qui est infirmière au CHU de Bordeaux, et puis deux médecins, un médecin pharmacien, Olivia Ketapers, qui est médecin, hygiéniste au centre hospitalier Princesse de Grasse à Monaco, et Sarah Romano-Bertrand, qui est maître de conf au CHU de Montpellier. Et puis, surtout, j'allais dire, l'effort qui a été réalisé, c'est de constituer un groupe extrêmement hétérogène, hétéroclite, qui touche à beaucoup de corps de métier, à beaucoup de sociétés savantes, à beaucoup de spécialités pour composer le groupe de travail. Où vous avez à la fois des hygiénistes, mais pas que, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il n'y ait que des hygiénistes. Il y a des spécialistes de la tuberculose, hein. Il y a Philippe Fraisse, par exemple, du CLAT à Strasbourg, qui est vraiment le spécialiste français de la tuberculose. Il y a des chercheurs comme Lydia Bouriba, qui est aux États-Unis, qui est une spécialiste d'origine algérienne ou marocaine, j'ai déjà oublié, qu'importe. Vous avez des gens de l'INRS, vous avez des médecins du travail, donc vous avez une pluridisciplinarité qui a fait que il a fallu 2 ans. 2 ans on va dire, de l'année 2022, du milieu de l'année 2022 jusqu'à octobre 2024 pour composer ces recommandations. Avec, bien sûr, en termes de partenariat, quelque chose de très vaste, où l'ensemble des sociétés savantes ont été concertées, mais pas que. Le Centre national de référence pour les mycobactéries, le Haut Conseil de santé publique, l'ASPEC, était aussi présent dans le groupe de travail. Donc voilà, on va dire un échantillon aussi large que possible de spécialistes pour ne pas rester qu'entre nous, hygiénistes ou professionnels de la prévention du risque infectieux, parce qu'on aurait pu avoir une approche tronquée. La méthodologie retenue, c'est une méthodologie classique de recours pour la pratique clinique élaborée par la Haute Autorité de Santé. Par contre, la force des recommandations a été discutée dans le cadre du groupe de travail, mais le niveau de preuve n'a pas pu être abordé très souvent parce que la littérature n'est pas suffisante, la bibliographie n'est pas suffisante et de qualité très inégale. J'y reviendrai tout à l'heure sur les recommandations. Et il faut savoir que dans un groupe de travail comme celui-ci, on n'a pas le droit, on ne peut pas retenir que les études qui nous intéressent. C'est d'ailleurs probablement aussi pour ça qu'il y a eu autant de polémiques, parce que certains d'entre nous, certains d'entre vous, certaines personnes ne retenaient que les études qui l'intéressaient et qui allaient dans le sens, j'allais dire, de sa vision. Là, on est sur quelque chose qui est forcément très vaste et de qualité très inégale, hein. À travers la pandémie Covid, il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites. Alors certaines sont d'une médiocrité sans nom, et donc on ne pouvait retenir que des études bien réalisées, bien écrites, bien montées.
quelles ont été les questions qui ont été posées? Parce qu'effectivement, au tout début, dans nos premières réunions, on a essayé de traduire par écrit les questionnements. Et elles sont importantes, ces questions, parce que c'est à cela que les recommandations de la SF2H répondent. C'est quel est le comportement physique des particules exhalées par un sujet infecté, influençant la transmission. Et c'est là où on a fait, j'allais dire, état d'une nouveauté quand même, parce qu'on est la première société savante au monde, la SF2H, à émettre une recommandation qui fait abstraction de la transmission air et gouttelette et qui fait notion de continuum, et j'y reviendrai. Deuxième question posée, c'est peut-on quantifier le nombre et la taille des particules qui atteignent leur cellule cible dans une station donnée? Quels sont les facteurs physiologiques et infectieux qui influencent la transmission? Les mesures collectives de prévention, les mesures organisationnelles de prévention, les mesures individuelles de prévention, et quelles mesures mettre en œuvre en période épidémique? Donc, toute littérature qui était antérieure à 2013 n'ont pas été retenues. C'est-à-dire qu'on n'a retenu que la littérature postérieure à 2013, c'est-à-dire les 10 dernières années, considérant que tout ce qui avait plus de 10 ans était forcément un peu biaisé parce que reposant sur des bases scientifiques non solides. Bien sûr, toutes les recommandations nationales et internationales existantes, en plus de la littérature post-2013. Donc l'organisation de la réflexion, on s'était après subdivisé en trois sous-groupes, en plusieurs sous-groupes, pour essayer de répondre aux questionnements qu'on a élaborés, que je viens de vous évoquer. C'est quels étaient les principaux critères qu'on a souhaité retenir pour évaluer ce risque de transmission respiratoire. En fait, ils sont au nombre de trois. Il y a à la fois la qualité de la ventilation, le pathogène et la nature de l'exposition. Et on verra qu'en fait, on conditionne les mesures à ces trois principaux critères. Pour faire simple, la qualité de la ventilation, eh bien, il faut prendre en compte l'évaluation à l'échelle du service, et même parfois plus fin à l'échelle de la pièce dans laquelle on se trouve. Et on reverra donc ce qu'on entend par conformité ou non aux recommandations sur la qualité de la ventilation. Juste petite anecdote, parce que c'est quelque chose que nous avons tous connu, nous avons tous entendu. Par exemple, en 2020, pendant le plus fort des deux premières vagues Covid, beaucoup de nos collègues ont pu se contaminer dans la salle de pause de votre établissement, de leur service, parce que cette salle de pause, cette foutue salle de pause, était une pièce borgne avec une ventilation insignifiante dans laquelle, effectivement, ils ont pu être exposés. Eh bien, on reviendra sur ces qualités de ventilation à l'échelle du service et à l'échelle de la pièce. Deuxième élément pris en compte, c'est le pathogène. Mais ça, on le connaissait, le pathogène. Je veux dire que le SARS-CoV-2 a été une découverte en 2020, mais les maladies respiratoires, les maladies infectieuses respiratoires, elles sont beaucoup plus anciennes et on a de nombreux exemples, la tuberculose en étant un, mais beaucoup d'autres ont été prises en compte sur sa transmissibilité, sa sévérité et éventuellement le caractère REB, vous savez, avec l'exposition aux nouveaux produits biologiques. Et ensuite, troisième et dernier critère, la nature de l'exposition. Je reviendrai sur une notion qu'on a souhaité développer à travers ces recommandations SF2H, c'est le champ proche versus le champ lointain. On y reviendra parce que ça conditionne aussi beaucoup de nos mesures, avec la durée d'exposition et puis les procédures générant des aérosols qu'on appelle les PGA, encore un sigle de plus, procédures générant des aérosols, où vous vous souvenez forcément pendant la Covid le nombre d'interrogations que nous, hygiénistes, avions pu avoir sur quelles mesures il fallait prendre lorsqu'on intubait, lorsqu'on faisait de l'aérosol thérapie, lorsqu'on faisait du désencombrement bronchique, etc., etc. Donc on reviendra aussi sur ce critère. Donc trois critères, qualité de la ventilation, pathogène, nature de l'exposition. Le sommaire, il est forcément long, puisque le document est un gros document, et ce document, on va mettre au moins un an collectivement, individuellement, à l'intégrer dans nos pratiques. Je dis bien au moins un an parce qu'on est tout à fait d'accord que l'année 2025 devrait ne pas suffire à mettre en place toutes ces recommandations et à changer, parce que vous savez, je pense qu'on est dans la même évolution ou révolution que pour l'hygiène des mains. C'est passer du lavage de mains à la friction hydroalcoolique. Encore aujourd'hui, en 2024, alors que la friction hydroalcoolique a quand même pas loin d'une vingtaine d'années, on en est encore à des nostalgiques du savon et à
s'opposer à la friction hydroalcoolique. Donc je pense que devant tout changement de paradigme, il y aura une résistance. Vous savez, les 10 à 15% que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui, de toute façon, quoi qu'on dise, ne seront pas convaincus. Mais ce n'est pas pour eux qu'on fait cette présentation, c'est pour le plus grand nombre, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement prêts à écouter et prêts à discuter pour éventuellement changer. De façon synthétique, le guide SF2H donc propose 34 recommandations. Mais il faut quand même savoir que la SF2H, si elle assume et signe beaucoup de ces recommandations, il y en a 11. Les 11 premières, tenez-vous bien, qui ne sont absolument pas des recommandations SF2H. Ce sont des prérequis qui sont soit techniques, soit des rappels de la réglementation, soit des rappels du Code du travail. Simplement, on n'avait pas forcément envie de les entendre. C'est cette réglementation, le Code du travail, qui quand même s'oppose à chaque directrice, directeur d'établissement. Je vous rappelle que le non-respect du Code du travail peut faire l'objet d'une condamnation. Eh bien, la SF2H, à juste titre, a rappelé ces prérequis techniques à travers ces 11 recos. Donc les 11 premières, enfin en fait c'est de la 2 à la 12, parce que la première, la R1, elle est indépendante du prérequis technique, mais de la R2 à la R12 de mémoire, ou de la R2 à la R13, ce sont des recommandations qui sont de l'ordre du rappel réglementaire. Ensuite, il y a des prérequis sur les masques qui font l'objet de 4 recommandations, on y reviendra, c'est très important. Et puis, le cœur des recos, c'est les précautions complémentaires respiratoires, les PCR, comme certains disent. Alors, les PCR, ça gêne toujours un peu parce que c'est aussi polymérase chain reaction pour les microbiologistes, la technique PCR pour identifier les micro-organismes. Mais bon, si vous l'appelez PCR pour précautions complémentaires respiratoires, j'y vois pas, moi, d'inconvénient majeur. À travers ces PCR, il y a 7 recommandations générales basées sur une matrice d'évaluation. On va y passer du temps sur cette matrice parce que c'est quelque chose d'important. Et puis après, il y a des recommandations qui sont un petit peu plus fléchées. 3 sur la tuberculose, 1 sur les BMR. Et ensuite, pour terminer, des recommandations spécifiques aux périodes épidémiques. Et puis on finira par une recommandation concernant la vaccination et l'immunoprophylaxie, sachant qu'il existe d'autres recommandations par ailleurs. Ne demandons pas à ces recommandations SF2H qu'elles répondent à l'ensemble des pratiques. Elles sont très abondantes, 34 recommandations, mais je vous ai dit, il y en a déjà 11 qui n'appartiennent pas à la SF2H. Vous n'aurez pas forcément réponse à tout. Il faut savoir que le Haut Conseil de santé publique, la HAS, d'autres sociétés savantes émettent des recommandations qui compléteront ou qui viennent s'ajouter en tout cas à ces recommandations SF2H. Alors pour commencer, faire un rappel sur quelque chose qui a probablement gêné nos pratiques professionnelles depuis toujours. Alors le depuis toujours n'est pas vrai, c'est depuis 1934. Alors en 1934, ni vous ni moi n'étions responsables de rien, nous n'étions pas là. En 1934, il y a un couple de scientifiques américains, lui est ingénieur, William Wells, et sa femme est médecin, Mildred Wells, qui introduisent une notion très moderne à l'époque sur les gouttelettes. Vous avez là sur le schéma de droite, on va dire un schéma originel de la famille Wells, du couple Wells, qui propose cette façon de voir à la fois l'exhalation des gouttelettes quand on respire. Il considère que dans un petit mélange, on a des petites gouttelettes et des grosses gouttelettes, et que les gouttelettes qui font plus de 100 microns, donc les grosses, elles sédimentent très vite, c'est normal, vu leur poids, elles ne vont pas très loin, donc elles sédimentent plus vite qu'elles ne s'évaporent. Et puis, au contraire, les gouttelettes plus fines, plus petites, elles ne sédimentent pas, et elles peuvent se disperser plus loin du sujet qui les met. En fait, le but du couple Wells, c'était de développer des notions physiques et quantitatives de la transmission de la tuberculose. C'était en fait la tuberculose qui était visée à travers ce concept physique de petites et grosses gouttelettes pour émettre des recommandations. C'est une dichotomie qui était très arbitraire, mais il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque et sur les moyens physiques d'identifier ces particules. Et donc, ce concept, il a tout de suite plu. Il a été repris par donc, les recommandations américaines, le Center for Disease Control et l'OMS, qui trouvent que c'est bien justement de classer, selon, on va appeler ça la méthodologie Wells, les micro-organismes entre ces deux familles.
ceux qui seraient à transmission par des gouttelettes respiratoires et les autres par les aérosols. Et donc la transmission par les gouttelettes respiratoires, quand on applique le modèle Wells, eh bien, c'est la transmission par des particules infectieuses de plus de 5 microns, dont la prévention nécessite de se mettre à distance. Hein. C'est comme ça qu'on disait qu'il faut se mettre à 1 mètre, voire à 2 mètres pour les Américains du sujet à risque. Et on risque rien parce que c'est des grosses gouttelettes qui vont très vite sédimenter. Et puis, le masque, le port du masque à usage médical suffit pour se protéger de ces grosses gouttelettes. Et dans le concept en miroir, c'est que les gouttelettes plus fines, celles qui font moins de 5 microns, elles vont se transmettre plus loin par des aérosols. On appelait ça de la transmission air, d'où les rocos air et rocos gouttelettes, et nécessite dans ce cas-là le port d'un masque de type FFP2, FFP1, FFP2, voire FFP3. Ce concept des Wells, donc, il a couru de 1934 aux années 2020 avec l'épidémie Covid. Parce qu'en fait, voilà ce qui se passe vraiment. Mais ça, c'est pas de la photo Wells, hein, ne leur en voulez pas. C'est juste qu'on aurait pu réactualiser le concept physique du couple Wells bien plus tôt. Il a fallu la crise Covid pour se rendre compte que, en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas quelque part des grosses particules qui sédimentent tout de suite et des petites particules qui vont loin. Donc, il suffirait de mettre un masque FFP2 ou un masque chirurgical pour prévenir. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. C'est qu'on a un continuum, ce qu'on appelle un continuum, c'est-à-dire une continuité dans un mélange, un nuage composé de particules liquides et de gaz, de particules, vous voyez, quelque chose qui ressemblerait plus à ça, avec pas que des grosses particules qui sédimentent vite et des petites particules qui vont loin. Non, on a un mélange gazeux et liquide qui peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Et dans ce mélange liquide et gazeux, on a des particules de moins de 5 microns, mais on a aussi des particules plus grosses de 5 à 100 microns. Et donc, cette notion de continuum de taille de gouttelette respiratoire qui peut être transportée, c'est là où on imagine un petit peu pourquoi on a eu autant de cas Covid parmi les professionnels en 2020, parce que les portes des chambres n'étaient pas fermées, on était enfermé dans des salles de soins, on faisait sa pause dans une salle de pause, eh bien, on a une transmission qui va bien au-delà du mètre ou des 2 mètres dont on avait l'habitude avec les grosses gouttelettes. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait quantifier et on augmente de la portée d'un facteur supérieur à 200 pour les particules de 10 microns dans ce continuum, donc, qui est un nuage turbulent. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, du coup, je reviens sur la diapo, on comprend pourquoi la dichotomie air-gouttelette est fausse. Et donc, les tenants du FFP2 versus les tenants du masque chirurgical se trompent. C'est forcément un mixte entre les deux. Et c'est là où on va voir pourquoi, dans certains cas, il est plus orienté de porter un FFP2 et dans d'autres cas, plus orienté de porter un masque chirurgical. Autre concept, alors qu'on connaissait, mais qui a quand même été bien remis au goût du jour, c'est l'exposition cumulée et l'évaluation du risque. Et entre autres, l'exposition continue ou l'exposition qu'on peut appeler non continue ou discontinue, mais répétée. C'est le concept de champ proche et de champ lointain. Là, vous avez dans la même pièce 3 personnes, 2 qui sont proches, une qui est plus lointaine, mais c'est le même continuum que vous avez là. Donc la personne émettrice est à gauche, et on voit donc des grosses gouttelettes qui ont tendance à sédimenter plus vite, mais il n'y a pas que les grosses gouttelettes qui sédimentent, il y en a quand même d'autres qui continuent leur chemin dans ce nuage de liquide et de gaz et qui peuvent sédimenter sur des surfaces. Et on comprend donc qu'en champ proche, l'exposition se fait par inhalation de particules du nuage turbulent, avec donc ces particules respiratoires infectieuses, le PRI, particules respiratoires infectieuses, et par impact direct des PRI sur les muqueuses. Donc on a une exposition concentrée et forte par inhalation. Ce n'est pas un concept nouveau, ça c'est quand même tout à fait ce qu'on imaginait. Mais vient s'ajouter la sédimentation et le dépôt au fil du temps sur le champ lointain, où là on a à la fois encore une exposition par inhalation, ce qu'on n'imaginait peut-être pas très bien, avec effectivement une contamination des surfaces. Donc voilà ce que le professeur Bourriba, donc, a participé, madame le professeur Bourriba qui a participé à nos travaux, a souhaité que l'on intègre dans ses recommandations. Du coup, quand on prend un petit peu cet abac,
où on a en abscisse la distance de la source et en ordonnée la durée d'exposition, on voit bien que là, on est sur du champ proche, puisqu'on est très proche de la source. On est bien sûr à l'opposé sur du champ lointain. La durée d'exposition, si elle est croissante, on voit bien que pour du champ proche et une exposition courte, le masque ou le FFP2 s'entend. Même chose pour une exposition longue, le masque et le FFP2. Par contre, pour le champ lointain, on verra bien que la ventilation, la filtration a aussi un rôle important à jouer en plus du masque ou du FFP2. Et le risque de transmission, on passe de faible à élevé quand on a une exposition longue. Toute la partie rouge, c'est une exposition très élevée. La partie plus jaune, c'est une exposition faible. Donc il y aura bien des mesures qui viendront s'ajouter au port des équipements en protection individuelle qui ne suffiront pas. Et on reverra tout à l'heure la ventilation et la filtration d'appoint. Des notions ensuite qui ont été reprises dans ces recommandations. Tout ce que je vous dis, vous le retrouverez in extenso dans le document. Juste, on focalise sur les points essentiels. Je ne reviendrai pas sur les indicateurs épidémiologiques, sur le taux de reproduction, ce qu'on appelle le R0, voire le RE, le taux d'attaque, la dose infectieuse, etc. Je ne reviendrai pas non plus sur les facteurs liés aux pathogènes. Vous savez que tous les pathogènes dans l'environnement n'ont pas la même espérance de vie. Certains, si vous prenez le méningocoque, ont une espérance de vie plutôt courte. Et puis d'autres, si vous prenez à contrario, mais il n'est pas trop j'allais dire, à exposition respiratoire. Le Clostridium difficile, lui, il aura une survie longue dans l'environnement. Mais des micro-organismes autres que Clostridium difficile et à transmission respiratoire peuvent survivre plus ou moins longtemps. Et puis, il y a un autre élément qui est à prendre, qui est lié cette fois-ci à l'hôte infecté et à la maladie. Il y a parmi vous peut-être des gens qui ont le sentiment de ne pas avoir fait une seule fois la Covid pendant ces 4 dernières années. Alors, ils n'ont peut-être pas fait de signe clinique de la Covid. Par contre, ils ont forcément à un moment ou à un autre rencontré le SARS-CoV-2. Et donc, forcément à un moment ou à un autre, vos organismes ont réagi par rapport à cet étranger qui était le SARS-CoV-2. On n'est pas tous égaux. Certains vont faire des pathologies beaucoup plus lourdes que d'autres, et ça, c'est du domaine de la susceptibilité individuelle, donc la transmissibilité individuelle, l'immunité individuelle interviennent effectivement dans les facteurs liés aux pathogènes. Un autre élément qui est à prendre en compte et qu'on a bien perçu au cours des années 2020-2021, c'est les facteurs physiologiques donc et infectieux qui influencent la transmission des agents pathogènes, en plus de ceux que je viens de vous évoquer, et entre autres la nature des soins prodigués. La SF2H a souhaité, dans ses recommandations, de classer ces procédures par risque dans 2 catégories, un risque élevé et un risque modéré. Certains, alors la semaine dernière, je l'ai présenté à Hauts-de-France, il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont trouvé d'autres risques. Ce n'est pas un problème, hein, d'autres expositions, pardon, d'autres soins qui peuvent être procédures de risque. Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, hein, à la fin, vous verrez tout à l'heure, il y a le lien qui vous permettra de poser la question au comité scientifique donc, de ces recommandations. Donc on a classé les procédures de génération d'aérosols entre ces 2 catégories, risque élevé, risque modéré. On ne va pas les lire, mais vous connaissez très bien, vous savez bien que l'intubation, l'aérosol thérapie, la fibroscopie bronchique sont à risque élevé et, à contrario, à risque plus modéré, l'extubation, l'aspiration des voies aériennes, etc. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord. Dites-vous bien que toutes ces recommandations ont été faites à travers le filtre de la lecture de dizaines, de centaines et de milliers d'articles. Donc, in fine, l'ASF2H estime que. Après, vous pouvez avoir, vous, des avis différents. Donc, comment on va construire la matrice de classification des micro-organismes? 3 éléments sont pris en compte. La biopersistance des micro-organismes, la transmissibilité et la dangerosité et ou la gravité. La biopersistance, comme son nom l'indique, c'est la capacité qu'a le micro-organisme à persister dans l'air ou à défaut sur les surfaces, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, les micro-organismes vont quand même sédimenter. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps selon la taille des particules, et sur sa capacité, bien sûr, à être remis en suspension dans l'air. C'est là où on voit que tous les courants d'air, les portes non fermées, sont des facteurs qui peuvent, entre guillemets, influencer la biopersistance du micro-organisme.
Transmissibilité, là aussi, il y a des micro-organismes qui sont à forte transmissibilité. La rougeole en est un exemple, et puis d'autres à transmissibilité beaucoup plus difficile. Et puis, là aussi, on a classé, mais ce n'est pas une grande nouveauté, parce qu'on le connaissait, la dangerosité ou la gravité des infections. Une quatrième sous-famille, enfin famille a été créée, c'est les REB, c'est le risque d'exposition biologique avec les nouveaux. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais depuis quelques jours, il y a une alerte OMS par rapport à une pathologie infectieuse grave ayant causé plusieurs centaines de morts en République démocratique du Congo. Et pour l'instant, la source de cette épidémie causant une forte mortalité n'a pas été bien identifiée, mais on en saura plus dans quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que ce sera un nouvel élément infectieux identifié? Probablement pas. En général, c'est des éléments infectieux déjà connus, mais le risque REB est un risque effectivement qui est de plus en plus pris en compte. Quand on fait la conjonction de ces trois éléments, biopersistance, sensibilité, dangerosité, eh bien, on détermine ce qu'on appelle une criticité quand on combine ces trois éléments. Alors, je ne vais pas vous refaire toutes les familles, tous les tableaux de micro-organismes, c'est juste un exemple. C'est-à-dire le premier de la liste, c'est comme ça, c'est Bordetella pertussis et Parapertussis, l'agent de la coqueluche. Eh bien, vous retrouvez nos trois paramètres, persistance, transmissibilité, dangerosité, classés de A, risque faible, B, risque moyen, C, risque élevé. Eh bien, on considère que la persistance environnementale de la coqueluche est faible, moins de 1 jour, donc on le classe A. Sa transmissibilité, elle est moyenne, B, et sa dangerosité est moyenne. Alors, A fois B fait A. Voilà, il a bien fallu effectivement se fixer sur une criticité qui est la somme ou qui est la multiplication ou qui est la conjonction des trois éléments. Le groupe a considéré que Bordetella pertussis était à risque faible. Et là, vous avez l'ensemble de la littérature qui est retrouvée dans cette colonne. Donc, tous les micro-organismes à risque respiratoire, bactéries, virus, champignons, font l'objet de la même analyse. Alors voilà, ça c'est j'allais dire, le résumé grossier, parce qu'il peut manquer, alors ne pas confondre le SARS-CoV-2, qui est de la catégorie A, c'est la Covid-19, du SARS-CoV et du MERS-CoV, qui sont des virus dont on a entendu parler il y a déjà maintenant une bonne dizaine d'années, qui étaient souvent soit moyenne-orientale, soit orientale, et qui sont à risque beaucoup plus élevé. D'ailleurs, ils sont encore classés dans le risque REB. Et le seul, en fait, et c'est là où il faudra être plus cool qu'on pourrait l'imaginer, c'est que la catégorie C, en fait, ne concerne que Mycobacterium tuberculosis, mais pas n'importe quel Mycobacterium tuberculosis, ce qu'on appelle le XDR, c'est-à-dire le multi-résistant. Il existe, mais c'est quand même pas chaque jour que vous en croisez à l'hôpital. Donc, pour faire simple, en dehors de cette tuberculose multi-résistante, tous les micro-organismes que l'on rencontre aujourd'hui dans nos établissements, c'est du A, catégorie A ou B. Ça va quand même jouer beaucoup, puisque du coup, vous allez voir dans les différentes ABAC ou dans les différentes matrices, eh bien, ça va être donc que du A ou du B que l'on rencontrera. Voilà, résumé un petit peu, très rapidement, et encore une fois, non, j'ai oublié, les mesures collectives de prévention sur les principes généraux de ventilation et de réglementation, parce que c'est du domaine réglementaire, c'est pas du domaine SF2H, c'est de rappeler que, idéalement, on souhaiterait un taux de CO2 de 800 ppm par pièce. Alors pourquoi on prend le taux de CO2? Parce que le taux de CO2, c'est un indicateur indirect qui est facile à mesurer. Indirect, puisque plus le taux de CO2 est élevé, plus ça signifie que le renouvellement d'air dans la pièce n'est pas bon, parce que présence de trop d'individus, avec une aspiration de l'air qui est insuffisante, avec un renouvellement d'air avec de l'air neuf filtré insuffisant. Et donc, du coup, le taux de CO2 est un indicateur dont on a beaucoup entendu parler. Vous avez probablement entendu parler de beaucoup d'associations, de familles, de parents d'élèves qui souhaitaient qu'on installe des détecteurs de CO2 dans les classes pour justement mesurer ce renouvellement. Et on voit bien que le 800 ppm, c'est un objectif, mais ce n'est pas toujours atteint. On a plus souvent 1500 ppm. Là, on vous rappelle les temps requis pour l'élimination des particules et en fonction effectivement du taux de renouvellement d'air par heure. Quand vous avez une pièce
comme la plupart des pièces bornes ne bénéficiant pas de traitement d'air en dehors d'une VMC, quand on n'a que 2 renouvellements d'air par heure, eh bien, vous voyez qu'il faut plus de 2 heures pour éliminer 99% des particules. Et vous comprenez que plus le taux de renouvellement est important, eh bien sûr, plus le temps pour éliminer, pour faire la purification est faible. Dans les mesures collectives de prévention de la transmission, on a donc un certain nombre d'éléments qui sont conseillés. Et puis là, vous avez une figure qui essaye un petit peu de vous orienter sur des choix. Est-ce que vous avez une ventilation qui est basée sur l'apport d'air extérieur dans votre service? En fait, est-ce que la centrale de traitement d'air ou la VMC peut être modulable? Alors, c'est rarement le cas, donc non. Est-ce que vous pouvez ouvrir les fenêtres à intervalles réguliers? Oui, non. Et si c'est non, est-ce que vous pouvez augmenter la qualité de la filtration? Est-ce que vous pouvez envisager un purificateur d'air? On est parfaitement conscient à la SF2H, à travers le groupe, à travers les recommandations, qu'il y a des éléments qui, aujourd'hui, en 2024, du fait d'établissements de santé qui ont été construits des fois depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, voire plus. Et même pour les établissements les plus récents, on n'a pas forcément pris en compte toutes ces recommandations qui sont du domaine du code du travail, et qui sont du domaine de la réglementation sanitaire, et qui ne sont pas du tout du fait j'allais dire, d'exigences un petit peu luberlues de la SF2H. On verra tout à l'heure la mise en œuvre d'un courting. Ça aussi, ça a été quelque chose qu'on a découvert à travers la crise Covid avec l'encadrement des visites, la mise en place de jauges. Dernier point avant de rentrer dans les recommandations sur les équipements de protection individuelle. Le débat sans fin, même parfois insignifiant, entre les tenants du FFP2 versus les tenants des masques chirurgicaux, ne repose pas forcément sur une analyse scientifique de la littérature. Quand on les compare sur des études expérimentales, il n'y a pas photo. Il y a une efficacité supérieure de filtration des appareils de protection respiratoire de type FFP2 par rapport aux masques. Effectivement, expérimentalement, en laboratoire, un FFP2 est beaucoup plus efficace en termes de filtration par rapport à un masque à usage médical. Mais il nécessite un bon ajustement au niveau du visage. Vous avez tous vécu au cours de ces 4 dernières années des expériences où des collègues, des visiteurs, des patients portaient un masque, portaient un appareil de protection respiratoire et le portaient mal, le portaient très mal, avec des fuites au visage très importantes, avec un masque mal porté. Et donc, du coup, ce FFP2, il est efficace, mais il est efficace que s'il est bien porté. S'il est mal porté, il n'est pas plus efficace qu'un masque de protection respiratoire. Donc l'efficacité du port d'un masque par rapport à un APR en tant que dispositif barrière, eh bien oui, c'est vrai que c'est plus efficace pour diminuer à la fois ce qu'on inhale et ce qu'on va émettre dans l'environnement. Mais ça suppose le bon ajustement au niveau du visage et on y reviendra dans les recommandations. Sur le plan épidémiologique, cette fois-ci, quand on compare le masque respiratoire à l'appareil de protection respiratoire FFP2, il n'y a pas d'études de haut niveau. Il n'y a que de faibles niveaux de preuve avec de nombreux biais méthodologiques. Il y a eu énormément de publications pendant la Covid, je vous l'ai dit, avec beaucoup de littérature, mais de la littérature de qualité médiocre, avec très peu d'articles, vraiment, avec des études bien montées. Donc aujourd'hui, il est très compliqué sur le plan épidémiologique de confirmer une supériorité d'efficacité des APR FFP2 par rapport aux masques à usage médical. Vraiment. Alors bien sûr, certains d'entre vous vont contester, vont dire c'est pas vrai, c'est le FFP2 qui est le plus efficace. Oui, c'est probablement vrai sur un plan théorique, mais en pratique, en épidémiologie, on ne le démontre pas. Parce que, en fait, la raison elle est assez simple, c'est que le FFP2 est très contraignant à porter, et les gens le portent mal, et le portent mal sur de longues durées, alors que le masque chirurgical est beaucoup moins contraignant et plus facile à porter sur de longues durées. Ce qui explique pourquoi, épidémiologiquement, on n'arrive pas vraiment à faire la différence en termes d'efficacité. Alors qu'en laboratoire d'essai, il n'y a pas photo entre les deux. Une fois qu'on a dit tout ça, les 34 recommandations, la R1, c'est une recommandation de bon sens. C'est qu'il faut se projeter dans l'avenir. On ne peut pas imaginer
rénover, reconstruire, refaire tous les établissements et tous les services existants. Donc, par contre, dans le cas de la construction d'un nouvel établissement, une nouvelle unité, il est fortement recommandé de privilégier les chambres individuelles. Euh, je sais que c'est encore compliqué, hein, même en 2024, même après avoir vécu la crise Covid, il y a encore des professionnels, alors soit des professionnels institutionnels, ARS, direction, qui pour des raisons autres, qui sont en général souvent des raisons financières, et c'est des raisons qui s'entendent, ne souhaitent pas qu'il n'y ait que des chambres individuelles. Moi, je dis toujours, hein, quand je vais à l'hôtel, en général, c'est pas pour partager ma chambre avec quelqu'un d'autre, c'est effectivement pour être tout seul dans ma chambre. Et on l'a bien vu à travers la crise Covid. Il n'y a qu'aux patients on fait, entre guillemets, partager sa chambre d'hôtel avec un inconnu ou une inconnue pour une dame. Donc, du coup, effectivement, il faudra privilégier les chambres individuelles, c'est du bon sens. De R2 à R11, ce ne sont que des rappels de prérequis techniques indispensables et ou réglementaires et ou de code du travail. Rien n'a été inventé par les C2H. Et il est fortement recommandé que tous les locaux d'établissement possèdent une ventilation mécanique avec un apport d'air neuf et une extraction. Il est fortement recommandé que les services techniques de l'établissement vérifient les paramètres de ventilation. On verra tout à l'heure le carnet sanitaire R qui découle un peu de tout ça. Il est fortement recommandé que les chambres disposent d'ouverture. Ah oui, on a créé des chambres des fois borgnes, pas des chambres, des salles, des pièces borgnes et des chambres avec des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Pour des raisons sécuritaires, les fenêtres sont fermées. Quel dommage, parce qu'effectivement, dans le cas d'infection respiratoire, le fait de ne pas pouvoir aérer est quelque chose qui est vraiment préjudiciable. Alors, hors zone à environnement maîtrisé, ce qu'on appelle les EM et les chambres de dépression, on devrait pouvoir ouvrir toutes les fenêtres de toutes les pièces. R5, code du travail, c'est un taux de CO2 dans un local occupé de moins de 1300 ppm. Et l'objectif, ce serait bien effectivement de plutôt aller vers les 800 ppm. Et ça, c'est du code du travail. Donc, si on est à plus de 1300 ppm, quelque part, c'est parce que l'établissement n'est pas en mesure, en capacité de proposer un meilleur taux, et donc on n'est pas en respect de la réglementation. Recommander de mettre en œuvre des mesures correctives lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire lorsque les taux de ventilation ne sont pas conformes à la R5. Bah oui, ça c'est le code du travail, hein. Si vous êtes supérieur à 1300 ppm, eh bien, on pourrait exiger de la part d'un établissement d'améliorer la ventilation, de changer de destination du local, ou mettre en place une jauge dans une pièce borne, par exemple, où on aurait largement plus de 1300 ppm. Et croyez-moi, beaucoup de pièces bornes dans nos établissements dépassent très largement les 1300 ppm. R7, recommandé d'une cartographie de la ventilation. Au cours des 20 dernières années, vous avez tous mis en place des carnets sanitaires eau dans vos établissements. Ça faisait suite aux problématiques de légionellose, à la présence de Legionella pneumophila et autres espèces dans les réseaux d'eau chaude sanitaire, essentiellement, mais pas que. Et c'est vrai que le fait d'avoir mis en place ces carnets sanitaires eau a grandement amélioré la situation. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait plus jamais de légionellose. On a encore des légionelloses, et même en 2023, il y en avait encore un peu trop. Néanmoins, c'est un plus. Eh bien, dans les mois, dans les années qui viennent, il faudra être en capacité d'avoir une cartographie de la ventilation et donc d'avoir un carnet sanitaire R. Alors là, il est urgent de ne pas se presser. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. R8, bien sûr, toute modification entraîne une mise à jour de la cartographie. R9, domaine du réglementaire, rappelle que l'ensemble des systèmes de ventilation doivent bénéficier d'une maintenance. C'est quand même pas extraordinaire de rappeler que réglementairement, vous devez, votre établissement, pas vous, hygiéniste, parce que là aussi, entendons-nous bien, si cet après-midi on a un public essentiellement d'hygiénistes, c'est pas aux hygiénistes et seulement aux hygiénistes de mettre en application les recommandations de la SC2H. Les hygiénistes, c'est des professionnels de la prévention du risque infectieux, mais c'est pas eux qui sont décideurs sur tous les points qu'on vient d'évoquer. Sur les points techniques, eh bien, il faudra une participation des techniciens. Il faudra une appropriation des directions, etc., etc. On ne peut pas demander aux hygiénistes d'être responsables des changements, de tous ces changements. Donc la maintenance, c'est les réglementaires.
C'est au directeur de l'établissement, à la directrice de l'établissement, de faire en sorte qu'il y ait une maintenance préventive annuelle, comme il existe d'autres maintenances préventives pour des dispositifs médicaux, endoscope par exemple, ou machines, dans un établissement de santé. Analyse de risque, donc c'est le R10, donc l'analyse de risque, là aussi, ça rentrera dans le carnet sanitaire R, et l'analyse de risque avant toute mise en place d'un appareil mobile de traitement d'air. Les appareils mobiles de traitement d'air ne sont pas d'usage facile. Récemment, dans un établissement du Grand Est, cet été, il a fallu faire appel à la location d'appareils mobiles de traitement d'air pour suppléer une problématique de contamination. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à réaliser et une analyse de risque doit être réalisée. Bien sûr, s'il y a appareil mobile de traitement d'air, ils doivent être équipés à minima de filtres H13. Voilà pour les prérequis techniques. En dehors, j'allais dire, de cette notion de carnet sanitaire R, c'est pas, en tout cas, c'est pas franchement quelque chose de dramatique qui est demandé aux établissements. C'est juste du rappel. R12, là, on rentre sur quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, impactant pour les équipes opérationnelles d'hygiène parce qu'il y aura forcément une participation. C'est le prérequis sur les masques. On ne revient pas sur le débat masque respiratoire versus FFP2. C'est simplement de rappeler que les professionnels de la prévention du risque infectieux doivent être associés à la rédaction des cahiers des charges. Alors, certes, les centrales d'achat aujourd'hui font appel à des professionnels, donc bien vérifier que le cahier des charges de la centrale d'achat à laquelle vous appartenez a bien pris en compte les recommandations. Et donc, les professionnels de la PCI, vous, au choix des masques, intégrant des essais d'ajustement et de confort. Et là, la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, il va être fortement recommandé que chaque professionnel ait le choix entre plusieurs modèles et tailles de masques. Il a fallu quand même attendre la Covid pour se rendre compte qu'on n'avait pas tous la même forme de visage. Ça fait des décennies, pour ne pas dire plus, qu'on travaille avec différentes tailles de gants. Et si on n'avait qu'une seule taille de gants, bah, les gens diraient mais vous êtes vraiment pas bien dans votre tête pour avoir qu'une taille de gants. Donc ça choque personne d'avoir plusieurs tailles de gants. Mais à contrario, personne n'est choqué d'avoir une seule taille de masque. Entre le gars hyper baraqué et barbu, parce qu'aujourd'hui la barbe est redevenue à la mode, et la femme frêle avec un visage très fin, vous imaginez la différence de surface corporelle et vous allez faire porter le même masque à ces deux personnes qui ont forcément une surface corporelle différente du visage. Donc, on ne va pas y couper, c'est comme pour les gants, on aura plusieurs tailles de gants, plusieurs tailles de masques, plusieurs tailles de masques chirurgicaux et plusieurs tailles d'appareils de protection respiratoire de type FFP2. Qui dit plusieurs tailles dit, bah, vous allez avoir le choix entre au moins deux tailles, voire trois tailles, ce serait l'idéal. Donc il faudra bien faire un fit test, réaliser un fit test pour justement savoir quel est le masque le plus approprié par rapport à la forme du visage du professionnel. Ça, c'est vraiment une mesure forte parce que ça évitera d'avoir, comme je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, une jeune interne qui avait un masque sur le visage, il bâillait de partout son masque, il était 2 fois trop grand pour son visage. Donc, en termes d'efficacité, on était proche du zéro, et donc en termes d'exposition, on était proche du 100%, donc du risque professionnel 100%. J'ai dû passer. Tiens, il manque la R15, je ne sais pas où elle fait passer. Même chose pour la R16, et donc c'est appareil de protection respiratoire qui est recommandé pour le professionnel euh, qui a risque de forme sévère d'infection, parce qu'on a quand même des professionnels qui peuvent être immunodéprimés ou avoir des pathologies associées, donc on leur recommande le FFP2. Même chose pour le patient, le résident immunodéprimé, de porter plutôt un FFP2. Non, en tout cas, c'est selon l'avis du médecin du service. On va arriver sur les 3 catégories de recommandations. C'est la R22 où on a 3 niveaux de précautions complémentaires respiratoires. Les précautions simples, renforcées et maximales. Alors c'est vrai que quand on voit ce tableau, déjà on est un petit peu embêté parce que ça fait beaucoup de cases. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'items, le type de chambre, la sortie de chambre, le masque professionnel, les visites, la ventilation de la chambre, 3 cas de figure, simple, renforcé et maximal. Déjà, le maximal, on le reverra tout à l'heure, la partie rouge, on ne le retrouvera que pour la tuberculose, enfin essentiellement pour la tuberculose multirésistante. Donc déjà, c'est un cas de figure qui se présentera pas forcément le plus fréquemment. Donc du coup, on aurait, dans la plupart des situations, à
faire le choix entre des précautions complémentaires respiratoires simples ou renforcées. Et en fait, les différences, elles apparaissent mieux ici. Ça, on le doit à Émilie qui a refait ce tableau. Chambre individuelle, dans les 3 cas de figure, hein, porte fermée. Le patient porte un masque à usage médical dès qu'une personne entre dans sa chambre, si cela est compatible avec son âge et sa situation clinique. Vous avez le droit de me poser la question, mais alors ça veut dire qu'on va mettre dans la chambre du patient qui est en précaution complémentaire respiratoire une boîte de masque. Là, il faut justement qu'on se repositionne à l'ECF2H chez comment proposer aux patients compliants de porter un masque dès qu'une personne entre dans sa chambre, donc voir un petit peu les modalités pratiques. Sortie de chambre encadrée avec un poste du masque chirurgical et friction hydroalcoolique. Pour les précautions complémentaires renforcées, c'est limité quand même, ou pas d'attente en présence d'autres patients. Le masque, il est chirurgical dès l'entrée dans l'hôpital. Il est FFP2 dans les précautions complémentaires renforcées ou à défaut masque chirurgical. Pour les professionnels, il est chirurgical, sauf s'il y a des soins à risque. Vous vous souvenez, tout à l'heure, le tableau avec les 2 colonnes, risque fort et risque faible. Donc, c'est du FFP2, donc quand c'est un risque fort d'aérosolisation. Pour les PCR renforcés, c'est du FFP2. Les visites, elles sont encadrées dans un cas limité et strictement encadrées dans les 2 autres cas. Mais je vous ai dit que la dernière colonne PCR Max, c'était un cas de figure qui était rarissime. Donc, en fait, on est plutôt sur vert versus jaune. Et la ventilation de la chambre, pas de mesure particulière pour les PCR simples. Par contre, pour les PCR renforcés, c'est un minimum de renouvellement de 6 volumes par heure sans recyclage. Voilà ce qui est proposé. Alors maintenant, comment on fait en pratique en fonction du pathogène? Donc, on est d'accord, le pathogène de type C, c'est-à-dire celui où il va falloir mettre les PCR max, c'est un cas de figure que vous allez probablement pas rencontrer ou très peu rencontrer. Maintenant, il y a 2 situations. Vous travaillez dans un établissement qui est le top de l'établissement, j'en connais pas, hein, avec des ventilations parfaites, avec un traitement d'air parfait dans toutes les pièces, dans toutes les chambres, dans toutes les salles. Et là, vous êtes donc dans la matrice 1 en cas de ventilation conforme avec la R5. Je vous rappelle, c'est moins de 1300 ppm de CO2. Donc, une question que vous allez me poser, ça veut donc dire qu'il va falloir acheter des détecteurs de CO2? Très probablement que ça va quand même être en tout cas un élément fort, hein, puisque c'est quand même à partir de cette mesure qu'on va être capable de dire la ventilation est bonne ou pas bonne. Si on a plus de 1300, on est dans la matrice 2. Si on a moins de 1300, on est dans la matrice 1. Je crains que très souvent, on soit dans la matrice 2 et pas dans la matrice 1. C'est-à-dire qu'on soit dans ce cas de figure-là. Alors, j'aurais préféré qu'on soit dans le cas de figure d'une matrice 1 parce qu'en dehors de la tuberculose XDR qui nécessitait des précautions complémentaires maximales, on avait juste à faire aux précautions complémentaires simples et renforcées. Mais comme je crains qu'on soit dans ce cas de figure-là, ça veut donc dire qu'on va être dans de la précaution complémentaire simple uniquement pour les pathogènes de type A, le SARS-CoV-2 par exemple, avec une exposition faible. C'est-à-dire que le masque chirurgical suffit. Le FFP2 sera recommandé uniquement pour les expositions modérées, c'est-à-dire plus de 15 minutes dans la chambre, ou avec une exposition aux gouttelettes à risque modéré. Ou encore plus, effectivement, lorsqu'on est à une PGA à risque élevé. Alors, la durée de 15 minutes, pas de cri, vous ne me criez pas dessus, c'est un point de coupure qui a été décidé comme ça, c'est-à-dire qu'on considère que c'est donné à titre indicatif, car on considère que la probabilité de transmission des particules respiratoires infectieuses vont augmenter avec la durée d'exposition. C'est la palissade qui nous l'avait dit, hein. Plus tu resteras longtemps, plus tu seras exposé, plus tu risqueras d'être contaminé. Donc il a bien fallu définir un temps, 15 minutes. Maintenant, si certains d'entre vous considèrent que ce 15 minutes est ridicule, vous exposerez pourquoi, mais il a bien fallu trancher. Donc, pour les pathogènes de type B, je peux revenir très vite sur peut-être la liste des pathogènes, pour justement, j'aurais peut-être dû la garder à portée de main. Pathogènes de type B, vous voyez, ça va être assez simple, hein. C'est Mycobacterium tuberculosis, c'est-à-dire la tuberculose non multirésistante, la varicelle zona, le virus varicelle zona et le virus de la rougeole. Donc, dit autrement, en dehors d'une tuberculose, en dehors d'une rougeole hospitalisée, en dehors d'une varicelle hospitalisée, c'est pas tous les matins qu'on a une varicelle hospitalisée dans le service, hein. C'est pas tous les jours qu'on a une rougeole dans le service. Par contre, tuberculose, ça peut être plus fréquent. Dit autrement, en simplifiant au maximum nos schémas neuronaux,
on va être essentiellement dans de la catégorie A, je reviens là, dans de une ventilation probablement non conforme. Donc, on va être sur cette ligne-là, c'est-à-dire qu'on va être sur une ligne où on sera en précaution complémentaire simple ou renforcée, lorsqu'on aura une exposition modérée. Pourquoi je fais tout ce schéma-là pour vous? C'est pour vous essayer qu'on simplifie les raisonnements, pour éviter qu'on s'interroge à chaque entrée dans une chambre si je dois me considérer en précaution simple, renforcée ou maximale. Maximale, je vous ai dit, ça n'arrivera quasiment jamais. Renforcée, ça peut arriver pour les pathogènes de type B. Vous avez vu que c'est au rayon rougeole, que c'est varicelle zona et tuberculose. Et sinon, vous allez vous trouver sur ce cas de figure-là, c'est-à-dire très souvent du simple. Et lorsque vous allez très longtemps dans la chambre d'un patient, eh bien là, on va être sur de l'exposition modérée, voire de l'exposition forte. Donc, vous voyez, ça simplifie quand même les choses. Très vite, les autres mesures, parce que je voulais finir à 15 heures et il est 15 heures. Le cas particulier de la tuberculose, donc la présence de Philippe Fraisse, le responsable du CLAT Alsace, a permis de prendre en compte beaucoup de mesures. Donc il y a des recommandations qui sont spécifiques sur la tuberculose. Là aussi, c'est une pathologie qui est malheureusement dans une évolution pas très sympa, avec une résistance aux antituberculeux qui ne cesse de croître avec ce qu'on appelle du MDR ou du XDR. Et c'est là où effectivement on peut tomber sur de la précaution respiratoire maximale. Pour les BMR, les BMR c'est simple au niveau respiratoire. La littérature, il n'y a rien en dehors du SARM respiratoire. Donc ne vous prenez pas la tête avec des pneumopathies à BHRE ou à BMR. En dehors du SARM, il n'y a pas de recommandation particulière sur la prise en compte. On n'est que sur des précautions standards. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on ne fait pas comme ça. Mais oui, parce qu'on a tendance soit des fois à être maximal dans les mesures, ou à contrario, parfois, on est plutôt à minima dans les mesures. Donc, on va essayer à travers ces recos de réajuster tout ça. R27, en période d'épidémie communautaire, il est fortement recommandé de porter un masque médical dès l'entrée dans les bâtiments. Ça, c'est quelque chose qu'on a parfaitement vécu pour tout professionnel, pour tout patient de plus de 6 ans, en ambulatoire, pour tout intervenant en contact des patients résidents, pour tout visiteur âgé de plus de 6 ans, bien sûr. Et là, l'épidémie grippe va débuter, elle a déjà un tout petit peu débuté. Eh bien, ça veut dire que dans les EHPAD, on devrait pouvoir être en capacité de proposer aux visiteurs, aux professionnels, des masques de type chirurgicaux. Et pas des FFP2, hein. R27, donc c'est ce que je viens de vous dire. R28, recommandé de privilégier une chambre individuelle. Là, on est sur des recommandations collectives, de mesures collectives. En période d'épidémie, vous voyez, c'est pas très révolutionnaire, ça. Possibilité d'utiliser des chambres doubles pour 2 patients atteints d'une infection respiratoire similaire. C'est ce qu'on a fait un peu pendant la Covid. Maintenant, c'est pas toujours aussi simple, hein. Le mieux, c'est d'avoir des chambres seules. R30, en cas de découverte fortuite ou de survenue d'un cas groupé d'agents infectieux par voie respiratoire dans un service, on met en place des mesures. Waouh, extraordinaire, ça, on le fait depuis longtemps. Ce n'est pas une découverte. Effectivement, vous avez 2 cas d'IRA dans un service, vous prenez des mesures, ça paraît logique. Dans certaines situations, par exemple, circulation d'un micro-organisme hautement pathogène, il est recommandé de regrouper les patients. Oui, mais pour avoir très mal vécu l'année 2020 et les cas Covid en maison de retraite et en EHPAD, on sait que cette R31, elle est compliquée à mettre en œuvre, surtout face à certaines pathologies qui vont des fois plus vite que le déménagement ou que le transfert de résidents ou de patients. Donc, à voir sa faisabilité. J'ai presque fini, hein. R32, qu'est-ce qu'on dit? Oh, appliquer des jauges. Bah oui, si vous avez des locaux qui sont mal ventilés, il faudra limiter le nombre de personnes dans une pièce. Si vous savez que vous avez plus de 1300 ppm très facilement de CO2, il faut limiter à 2 personnes. Quand il y en avait 3 ou 4, il faut limiter à un nombre qui permettrait de revenir à une situation plus normale. R33, définir les conditions de visite, définir les mesures de prévention. Ça, c'est du classique qu'on a connu. R34, une seule recommandation, et c'est la dernière, c'est sur la vaccination. Alors, pas de recommandation supplémentaire de la SS2H. Pourquoi? Parce que la Haute Autorité de Santé fait en parallèle, le Haut Conseil de Santé publique font en parallèle des recommandations. Juste rappeler que la vaccination, c'est très bien, très bien. C'est dommage que la vaccination Covid soit aujourd'hui une vaccination abandonnée par les professionnels. Moi, à titre personnel, je suis vacciné grippe Covid depuis un mois. Par contre, continuez à vous vacciner contre la grippe.
essayer contre la Covid. Mais ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne représente plus aucun risque pour soi ni pour les autres. Ça diminue le risque de forme grave, mais c'est déjà beaucoup de diminuer le risque de forme grave. Donc en pratique, on fait quoi avec ce changement de paradigme? Air et gouttelettes, c'est fini. Il faudrait mieux même essayer d'éviter. Moi, c'est ce que je disais à vos collègues d'Hauts-de-France. Laissons-nous toute l'année 2025 pour enlever de notre vocabulaire les précautions air et les précautions gouttelettes et introduisons ces précautions respiratoires tout au cours de l'année 2025. Donc, il faut quand même du temps. On ne peut pas changer les choses. C'est un peu comme passer du lavage de main à la friction hydroalcoolique. Certains d'entre vous sont peut-être des nostalgiques du lavage de main, alors que ça ne marche pas bien, ça abîme les mains et c'est d'une efficacité très relative. Alors que la friction hydroalcoolique, elle, conjugue beaucoup plus d'avantages. Et bien là, on va passer du temps. Et en fait, que devons-nous être capables de faire? Ben, c'est en pratique, c'est d'être capable dans des situations, là on vous donne quelques exemples, hein, un service de médecine interne avec une ventilation non conforme, ça malheureusement je crains que ce soit souvent le cas, donc on prend la matrice 2, celle qui à mon avis devra trôner en tête sur votre bureau. Vous avez un patient atteint d'une pneumopathie, probablement un VRS, hein, le VRS ça ne touche pas que les enfants, vous le savez bien, qui a une kiné respiratoire avec des crachats induits. Eh bien, on se demande dans quel cas de figure on est. Alors, on est bien dans cette première ligne, pathogène de type A. Rappelez-vous, c'est essentiellement dans ces lignes que se trouvent les pathogènes. Mais là, on a une exposition forte avec la kiné respiratoire. Donc, du coup, on est sur de la précaution respiratoire renforcée. Un autre exemple, tuberculose pleurale XDR en réanimation. Là, je pense que dès que vous entendez tuberculose XDR, c'est facile, c'est rouge. C'est les précautions respiratoires fortes, et plus, celles qui nécessitent le plus de mesures. Un troisième et dernier exemple, une parturiente à une coqueluche, aide à la mise au sein de son nouveau-né. On est sur Bordetella pertussis ou Parapertussis, on est sur un pathogène de type A, une exposition modérée de plus de 15 minutes, risque modéré, on est sur un risque faible. C'est en cela qu'on nous attend, nous, hygiénistes, responsables ou professionnels de la prévention du contrôle des infections, c'est d'être en capacité de répondre à tous ces cas de figure. Donc maintenant, sur le plan pratique, quand? Eh bien, les recommandations sont sorties en octobre. On a eu un premier webinaire parce qu'on avait souhaité, nous, les 17 CEPIAS, avoir un webinaire avec l'ICF2H dès le mois de novembre. Donc, qui a été très intéressant avec Olivia Quetapers et avec Sarah Romano-Bertrand. À partir de décembre, donc on est au mois de décembre, comme cadeau de Noël, on organise des webinaires dans les régions, un peu partout. Dans d'autres régions, il y a eu des webinaires qui est sur une présentation générale du document. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Et ça va se faire tout au long de l'année 2025. Et si on n'y arrive pas en 2025 parce qu'on considère qu'on n'a pas eu suffisamment de temps, eh bien, on se laissera du temps en 2026. Alors, en fait, quels sont les travaux qu'on devra mener? C'est déjà de cibler. Alors, les CEPIAS ont comme objectif de travailler pour vous, avec vous, à vos côtés, et de définir quelles sont les différentes cibles. Il y a vous, en première ligne, mais je l'ai dit, hein, il n'est pas question que ces recommandations ne soient portées dans les établissements que par les EH. Il y a l'ensemble des professionnels de santé, médecins, infirmières, qui doivent être aussi ciblés. Il y a les directions d'établissement. Il est prévu, effectivement, qu'on fasse des flyers, qu'on fasse une information directe au directeur, à la directrice d'établissement, à la direction des services techniques, parce qu'il y aura une implication des techniciens à travers le carnet sanitaire R. Ça, c'est la partie, j'allais dire, proactive dans les établissements. Et puis il y a toute la partie formation dans les instituts de formation et les facultés. Je considère qu'encore pour l'année 2024-2025, si on enseigne aux élèves infirmières, aux étudiants du PAIN, du PIAS, élèves, étudiants en médecine et autres, qu'il y a des précautions air et des précautions gouttelaires, c'est pas très grave. Par contre, il faut qu'à la rentrée universitaire 2025, on ne parle plus du tout d'air et de gouttelettes, qu'on parle de précautions complémentaires respiratoires. Donc, il va y avoir à cibler ces instituts de formation. À titre d'exemple, le CEPIAS Grand Est organise la semaine prochaine, c'est Émilie et le groupe formation qui organise une réunion annuelle avec les formateurs des instituts de formation, des facultés, etc., etc. Au cours de cette réunion, on les informe des nouveautés. Et bien, dans les nouveautés, on ne peut pas ne pas les informer
de la sortie des recommandations respiratoires. Alors, pour ce faire, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que les 17 CEPIAS partent chacun en ordre de bataille différente. Donc, on est en train de se répartir les tâches. On a commencé déjà à se répartir les tâches. Alors, ce n'est qu'un début, hein, on a commencé ça il y a quelques semaines. Sont déjà impliqués dans le carnet sanitaire R et donc la création d'un guide méthodologique pour les hygiénistes et pour les établissements, pour les techniciens, avec différents CEPIAS qui vont contribuer. Même chose pour l'acquisition des FFP2, c'est comment on achète des FFP2, comment on réalise les essais. Donc, il y aura un kit pratique synthétique qui va être proposé par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Pour les catégories des établissements sanitaires et médico-sociaux, avec une interprétation et une appropriation spécifique aux ESMS, et bien d'autres CEPIAS se sont déjà, entre guillemets, mis d'accord pour travailler sur ce sujet. Il y aura d'autres groupes de travail. L'objectif, c'est qu'effectivement, on puisse, en 2025, fin 2025, ce sera peut-être intéressant, fin 2025, d'organiser entre nous à nouveau une discussion sur ce qui a pu être réalisé et ce qui n'a pas pu être réalisé et pourquoi ça n'a pas pu être réalisé. En attendant, par rapport à ce gros document que je vous ai présenté de façon synthétique, il y a une foire aux questions qui est lancée par la SF2H. Je vous ai remis le lien. Pour y répondre, vous précisez bien en début de message pour la fac transmission respiratoire, vous posez votre question. Vous recevrez peut-être pas forcément de réponse à votre question, mais cette question alimentera une banque de questions auquel le groupe SF2H qui a élaboré ces recommandations se fera donc intégrera votre question dans cette banque de questions. Il y aura des réponses qui seront apportées. Il y aura peut-être une fac numéro 1 à la fin du premier trimestre 2025. Il y aura peut-être une fac numéro 2. Là, je parle pour Olivia et Sarah Romano-Bertrand, mais c'est à elles de voir à quel rythme elles veulent, si elles veulent faire qu'une seule fac ou deux facs. En fait, j'imagine qu'il y aura bien au moins une fac de réaliser avant le congrès de la SF2H à Marseille. Ça, c'est à peu près sûr. Donc voilà, restons zen. Tout va bien se passer. Alors certes, il y a quelques changements, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Le plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, tout changement horripile les professionnels de santé qui sont à cran sur tous les sujets et qui veulent parfois pas forcément intégrer ces problématiques. Voilà, je reste là, et puis maintenant, avec l'ensemble du CEPIAS, on peut essayer de tenter de répondre à vos questions. Et si on n'a pas réponse, eh bien, on alimentera la foire aux questions. Merci à vous. Comment voulez-vous procéder? Alors, d'habitude, il y a 119 personnes. Il n'est pas question que les 119 parlent en même temps. Il y a la main. Vous connaissez maintenant tous le principe de lever la main. Vous pouvez lever la main et puis l'ensemble des gens du CEPIAS peuvent, avec moi, tenter de répondre à vos éventuelles interrogations. J'espère que cette présentation dédramatise un petit peu la situation. Au CEPIAS Hauts-de-France, Gwenaël Locher, mon alter ego, avait peur en amont en disant ils ont des fourches en campagne et ça va mal se passer. Et ça s'est très bien passé la semaine dernière. Donc moi, je pense que ça peut aussi très bien se passer avec vous et que vous n'allez pas forcément me passer sous vos fourches codines en disant que ce qu'a proposé la SF2H, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est réalisable. Maintenant, on va se laisser du temps. Qui veut s'exprimer? Qui veut lever la main? Vous m'entendez? Est-ce que au moins vous m'entendez? Ne dites pas que je parle dans le vide depuis une heure. On t'entend, Loïc. Non, mais c'est pour faire réagir que je dis ça. C'est pour que les gens disent bon, tout compte fait, on ne va pas lui hurler dessus. Mais vous pouvez, hein, ça ne changera pas grand-chose. Hein, vous pouvez me hurler dessus. Hein. Tout a été très clair. Donc, personne ne veut s'exprimer. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Hein? Parce que moi, comme j'avais mon diaporama, je ne voyais pas le chat. Non, Loïc, pas de questions. Madame Gwenaël dit que c'est beaucoup plus clair, effectivement, depuis cette présentation. Moi, j'aurais une question par rapport au détecteur de dioxyde de carbone. En fait, qu'est-ce qui serait conseillé par rapport au nombre de mètres carrés? Parce que là, vous avez parlé de taux d'occupation. Il y a aussi comment dire, la surface, de la pièce. Et du coup, est-ce que il va falloir prévoir de mettre des détecteurs de CO2 dans l'ensemble des
des services dans l'ensemble des chambres? Comment? Non, mais votre question. Alors, voilà une question qu'il faut poser dans la fac. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris Allô? qu'on évoquait Non, réglementairement. non. Allô? Vous Oui, tout m'entendez? le monde, ouais. Pas de HM Donc, nulle part depuis. on évoque Attendez. effectivement l'usage de la mesure du taux de CO2 pour conditionner la matrice avec moins de 1300 et plus Attends, de 2 minutes. 1300 ppm. Il faut que vous coupiez votre micro, Madame Solémieux. Merci. Donc, du coup, effectivement, ça suppose qu'on ait des petits appareils. En général, ça vaut quelques dizaines d'euros. Mais par contre, là où on ne répond pas, et c'est là où il faut peut-être qu'on se mouille, c'est de dire où est-ce qu'on dispose ces capteurs de CO2. Un, ça suppose deux, qu'on définisse les endroits, qu'on définisse comment, où on le place dans la pièce. Est-ce qu'on le met au milieu de la pièce? Est-ce qu'on le met à un endroit particulier? Qui va aller mesurer le taux de CO2 ou qui va aller lire? Parce qu'en général, c'est une lecture visuelle numérique avec un taux de CO2 qui s'affiche. Donc voilà, donc là, il y a des questions, j'allais dire, très techniques. Il ne faut pas oublier que des recommandations ne sont pas toujours très techniques. Les recommandations, elles exposent ce qu'on devrait faire. Après, la déclinaison technique des recommandations, c'est tout le travail qu'on devra faire ensemble en 2025. Et là, comme vous, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur combien de capteurs de CO2. On ne va pas en mettre toutes les pièces. Vous imaginez, dans un établissement de santé, on a des milliers de pièces qui peuvent être occupées, donc il n'est pas question d'en mettre partout. Par contre, pas question d'en mettre dans toutes les chambres. Mais est-ce qu'on peut imaginer en mettre dans une chambre, dans les chambres des patients ayant des infections? Est-ce qu'on peut imaginer les mettre dans les chambres, dans des parties communes? Je pense aux pièces occupées par les professionnels de santé, les salles de pause, les salles de soins. Donc là, il y a toute une réflexion à avoir sur combien, où, comment, avec qui. Sachant que budgétairement, c'est quand même pas la mer à boire, c'est quelques dizaines d'euros, un capteur de CO2. Oui, mais dizaines d'euros multipliés par peut-être une dizaine, une centaine de pièces dans un établissement de santé, c'est pas rien. Mais là, il faut poser la question. Carole? Des recours par rapport au type de dioxyde de carbone ou pas? Est-ce qu'il y a un marquage CE à vérifier, des choses comme ça? Oui, ça existe. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne vais pas vous mentir. J'ai vu comme vous des publicités sur les capteurs de CO2. Il y a le marquage CE, ça, je sais que ça existe. Oui. Mais par contre, je ne suis pas le spécialiste du capteur de CO2. Donc là, il faudra. Il y avait un document du CEPIAS Île-de-France lors de la pandémie Covid à ce sujet. D'accord. Donc je le rechercherai et je vous l'enverrai si vous voulez. Et merci. Et c'est là où effectivement, il faudra qu'au cours de l'année 2025, qu'on réfléchisse à tout ça. C'est oui au capteur de CO2 parce que ça va conditionner probablement la matrice et donc les recommandations. Ce qui est quand même un frein quelque part, mais c'est un frein qui peut être levé. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, il y a une solution. Maintenant, est-ce que cette solution, on peut la mettre dans toutes les pièces d'un établissement? Je ne le crois pas. Ce serait de la gabegie et pas nécessaire. Par contre, on peut cibler effectivement. Vous savez que quand vous avez un enfilade de chambres dans un service, ça arrive que des fois la qualité de l'air peut être différente d'une chambre à l'autre, mais quand c'est la même VMC qui alimente toutes les mêmes chambres, en général, on a malheureusement une reproductibilité de la qualité de l'air dans chaque chambre. Alors il peut y avoir des variations quand même, ça peut arriver selon la disposition. Mais là, c'est des choses qui devront être étudiées en 2025. Il y a Carole qui a levé la main. Il y a une question dans le chat, Loïc. Peut-être laisser Carole déjà, puis après on voit la question dans le chat, parce que Carole a levé la main il y a déjà un bout de temps. Carole. Carole, si Carole vous n'est plus là. Si Carole a laissé passer son tour. Donc allons-y pour la question dans le chat, Nathalie. Il y a M. Durier Johan qui demande utiliser le temps d'exposition 15 minutes, 30 minutes pour choisir un masque chirurgical ou un FFP2 me semble compliqué. Sujet interprétation du soignant n'est pas toujours prévisible à l'avance, effectivement. La personne qui entre dans la chambre ne sait pas combien de temps elle va rester et donc quel masque elle doit porter. Eh bien, si elle ne sait pas et qu'elle imagine qu'elle peut y rester plus longtemps que nécessaire, dans ce cas-là, le FFP2 va peut-être se justifier. Par contre, si elle rentre juste dans la chambre pour prendre une constante, prendre une mesure, poser une question au patient, elle sait forcément qu'elle ne va pas rester longtemps. C'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que quand on rentre dans la chambre et qu'on ne sait pas à l'avance combien de temps on va y rester, peut-être privilégier le plus de 15 minutes. Mais là aussi, retourner dans la matrice, ça ne concerne en général que les micro-organismes de type 2. De type 2.
Donc, voilà, après, à voir. C'est aussi le type 1 pour les micro-organismes de type 1 pour les durées plus longues. Alors, c'est sûr que quand on ne sait pas combien de temps on va rester, qu'on sait qu'on pourrait rester plus de 15 minutes, eh bien, privilégier peut-être un appareil de protection respiratoire. Il y a Monsieur Gaspard qui indique, Loïc, qu'il existe des capteurs de CO2 qui sont connectés avec les services, avec les systèmes des services techniques, avec un suivi à distance comme pour l'eau ou d'autres suivis automatisés. Alors ça, c'est à voir, mais ça risque d'être plus onéreux, Philippe. Alors ces capteurs sont peu suivis car les personnes regardent un certain temps et après n'en tiennent plus compte. Oui, mais vous savez, en 2020, 2021, 2022, certains pleuraient parce qu'il n'y avait pas ces capteurs de CO2. La solution idéale n'existe pas. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer mettre une alarme aussi sur les capteurs de CO2 et quand on passe les 1300, ça sonne comme quand il y a l'alarme incendie. Mais là, ça devient n'importe quoi. Je pense qu'il faut aussi, j'allais dire, rester pragmatique. Vous avez un service avec un renouvellement d'air par heure qui est insuffisant, avec une occupation qui est forte avec des professionnels, bah, vous savez pertinemment que vous allez être à plus de 1300 probablement. Après, à voir si les travaux puissent être envisagés. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous vous situez effectivement dans la matrice 2. Hein. Et je l'ai dit aussi la semaine dernière en Hauts-de-France, la matrice 2, je crains que ce soit la matrice la plus souvent utilisée. Et juste avant de donner la parole à Émilie, Léo H. de Colmar demande si le temps d'exposition est un temps cumulé. Est-ce qu'il faut cumuler le temps d'exposition? C'est une fois que vous êtes dans la pièce, c'est le temps où vous restez dans la pièce. Ce n'est pas le temps cumulé, c'est-à-dire que si vous allez 5 minutes, vous y retournez 1 heure plus tard, 5 minutes, on ne cumule pas. C'est à chaque fois la durée max de l'exposition. Parce que alors là, si c'est une durée cumulée, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire pour envisager la durée cumulée sur une journée. Quand vous rentrez 10 fois dans une chambre d'un patient, vous n'allez pas faire la somme des durées de chaque moment où vous êtes rentré dans la chambre. Non, c'est une fois que vous êtes dans la chambre, est-ce que vous allez rester plus ou moins de 15 minutes? C'est toujours donné à une interprétation très borderline, hein, je le reconnais. On va peut-être donner la parole à Émilie qui l'a demandé depuis un petit temps. Oui, merci Nathalie. Oui, merci. Je vais peut-être allumer ma caméra. Ouais, c'est mieux parce que je ne vois personne. Hein. C'est mieux. Non, je voulais réagir sur les capteurs de CO2. Dans un premier temps, parce qu'on a une réflexion dans notre établissement là-dessus avec les services techniques, dans un premier temps, ce qui semble pertinent, c'est parce que l'investissement, si on veut en mettre beaucoup, effectivement, ça peut vite monter, même si chacun d'entre eux ne coûte pas très cher. Dans les recos, il y a des indications sur le choix des capteurs de CO2. Donc qui peuvent aussi servir, parce qu'effectivement, on trouve de quelques euros à près d'une centaine d'euros en fonction de la qualité. Donc, il faut aussi avoir quelque chose étalonné, parce que la problématique, elle est liée autour de l'étalonnage pour avoir quand même un taux fiable. Donc, tout ça est expliqué dans l'argumentaire et dans le détail des recommandations. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'en acheter quelques-uns pour faire des tests dans les chambres, et notamment dans les chambres où la ventilation, où il n'y a pas de ventilation mécanique, parce que ça arrive encore, notamment dans les bâtiments anciens, où la ventilation n'est pas optimale. Et parfois, les services techniques, quand les VMC sont un peu anciennes, ont du mal à obtenir des taux qui peuvent être satisfaisants, y compris parfois, malheureusement, des taux qui respecteraient la réglementation du travail, parce que ces taux sont quand même assez conséquents, même si on reprend les textes de réglementation du travail, les taux sont un peu différents de ceux qu'il y a dans les recommandations. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de faire des tests en présence de patients, et ces capteurs, il faut les poser là où vont se tenir les personnes exposées. Oui. Par exemple, autour de la table voilà, de la salle de réunion, il faut pas placer un capteur à proximité de là où les gens se réunissent. C'est pas forcément la peine d'en mettre plusieurs. C'est des capteurs mobiles, hein, donc vous pouvez les déplacer. L'idée, c'est pas de les fixer au mur, c'est de les déplacer. Alors, après, si vous voulez les fixer au mur, vous avez le droit. Mais si vous voulez faire des tests pour voir un peu comment votre aérolique évolue dans une salle de réunion, dans une salle de soins, un plateau technique où les gens vont faire de la rééducation, ou
ou dans une chambre, il faut voilà, en avoir quelques-uns pour pouvoir faire des tests et établir. L'aérolique, elle est assez, elle peut être perturbée par les mouvements des gens dans la salle, mais l'accumulation, alors moi je me suis fait expliquer ça bien sûr, l'accumulation du CO2 et donc des particules, elle reste, sur un temps cumulé, elle reste assez stable dans une pièce avec une architecture donnée et un nombre de personnes données présentes dans la salle. Donc, du coup, c'est pas la peine de faire de l'enregistrement en continu sur des temps très, très longs, sauf évidemment si. Enfin, ça pourrait être intéressant hein, de tous les gens en précaution respi d'avoir un capteur de CO2 dans la pièce, mais après, ça a un coût. Par contre, c'est intéressant d'avoir une stratégie de test à commencer par les pièces dont la VMC est peut-être pas au top, voire les pièces où il n'y a pas de VMC. J'allais dire, l'une des difficultés, c'est que s'il est mobile, ce capteur de CO2, il risque d'être emprunté. Ah oui, non, mais il faut faire ça. Enfin, bon, évidemment, il faut les laisser 2 heures. C'est en présence humaine pendant 2 heures. Il faut les laisser dans la salle qu'on veut tester en conditions réelles d'utilisation, en présence de patients si c'est une chambre. Mais après, au bout des 2 heures, on récupère le capteur. Il faut effectivement pas laisser. Faut que le capteur soit, on va dire, géré par les services techniques. C'est même pas les équipes d'hygiène hein, qui doivent gérer ça, même si on le fait en parallèle avec eux parce qu'on est intéressé par les résultats. On peut leur demander de faire une campagne de captage dans certaines pièces. Une fois qu'ils nous ont donné les performances aéroliques dans une pièce, on peut leur dire, bon ben voilà, je voudrais des tests dans telle pièce parce que c'est là qu'on va avoir potentiellement des expositions. Donc on va les guider, mais après c'est eux qui vont s'occuper de ça. Ce n'est pas l'hygiène qui va aller installer des capteurs de CO2, même mobiles, dans les pièces et les faire fonctionner. Entendu. Merci beaucoup, Émilie. Je vous fais part à présent d'un retour de Monsieur Gaspard, qui indique que la grosse question n'est pas donc les recommandations, mais la réglementation française, qui est très laxiste sur la qualité de l'air, car 1300 ppm, ce n'est pas vraiment une valeur garantissant la sécurité. Également sur les valeurs pour le taux de renouvellement, ce n'est pas cela qui va garantir un risque faible de contamination. Ça, c'est l'avis de Philippe. Hein. C'est ce que je disais en préambule. Hein. C'est qu'aujourd'hui, en France, on a 60 millions d'avis. Hein. Là, la Société française d'hygiène hospitalière n'a pas procédé sur du ressenti. C'est justement l'analyse de la littérature qui font qu'il y a ces recommandations qui sont imparfaites, hein, forcément imparfaites, puisque comme on vient de voir, il y a sa déclinaison technique sur la difficulté de mesurer le temps de présence dans une pièce, quand on ne sait pas combien de temps on va faire un soin dans une chambre. Mais après, moi, je ne suis pas en capacité de contester la réglementation française avec ces 1300 ppm. Après, on peut dire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on sait, tout ce que je peux rassurer Philippe, c'est que dans le groupe de travail, il y avait des spécialistes de la tuberculose, des spécialistes de l'aérolique, des spécialistes... Et ils ont estimé, nous avons estimé que le 1300 ppm était quelque chose qui devait être retenu. Mais après, dans un monde parfait, il y aura peut-être des gens qui, comme toi, Philippe, pensent que c'est pas parfait. Mais c'est comme ça. C'est déjà un progrès. Dans beaucoup d'établissements, ce sera déjà un progrès d'atteindre ça, parce qu'il y a quand même des établissements dans lesquels la réglementation n'est pas respectée. Hein. Alors, dans les chambres des patients, déjà, c'est pas toujours top, mais dans les salles de soins, salles de réunion, bureaux, la réglementation du travail est loin d'être respectée partout. Je ne sais pas si Philippe a peut-être la chance d'être dans un établissement où il y a une bonne aérolique au regard des recommandations, mais c'est très loin d'être le cas partout. Donc, pour certains établissements, et à mon avis une proportion non négligeable, on n'a pas l'aérolique de tous les établissements, mais on sait que ça va déjà correspondre à un progrès. C'est un peu comme quand le carnet sanitaire eau a été proposé, c'est-à-dire qu'on est passé d'une méconnaissance complète de nos circuits eau à aujourd'hui, on va dire, on arrive à imaginer un peu comment fonctionnent nos circuits eau, circuits d'eau chaude sanitaire et d'eau froide. Ben là, ça va être pareil, ça sera imparfait, ça sera forcément imparfait, mais ce sera forcément mieux parce qu'on aura une meilleure connaissance. Il y a une question que j'ai vue, Nathalie, là dans le chat, qui me paraît aussi pas mal. Les agents ont du mal à s'y retrouver. Cela va créer des confusions. Le recours au FFP2 par sécurité risque d'augmenter. On doit ça à Madame Dati, Cécilia. Oui, c'est un risque. C'est un risque, qui peut le plus, peut le moins. Sauf que vous savez tous comme moi, et je l'ai dit tout à l'heure, porter un FFP2, c'est très inconfortable. Donc du coup, est-ce que
par mesure de sécurité, les professionnels vont vouloir porter des FFP2, pas sûr. Moi, je pense qu'effectivement, quand on ne sait pas combien de temps on va rester dans une chambre et qu'on s'imagine que ça peut durer un peu de temps quand même, parce que quand on fait une réflexion de pansement, quand on fait des injections, quand on sait que ça peut durer des fois plus de temps que prévu, là, OK, on peut prévoir le FFP2. Je rappelle que le FFP2, il s'entend là dans ce cas de figure parce que, on a une ventilation non conforme et parce qu'on a une exposition de plus de 15 minutes pour des micro-organismes de type A, c'est-à-dire pratiquement tous les micro-organismes. J'allais dire que si on reprend les deux matrices, la seule différence qu'il va y avoir, c'est pour les micro-organismes de type A, avec une exposition de plus de 15 minutes lorsque la ventilation est non conforme. Si la ventilation est conforme, on n'a pas besoin de masque FFP2, enfin d'appareil de protection respiratoire FFP2. C'est vraiment sur... je vois bien dans la matrice, donc il y a 3 lignes, 3 colonnes, donc c'est une matrice à 9 cases. Il y a une case qui va poser problème, c'est celle-là. C'est pour les micro-organismes de type A, pour une exposition de plus de 15 minutes, avec une ventilation non conforme. Donc oui, je suis d'accord. Là, il y a peut-être un risque de surconsommation de FFP2. Puis on fera le point. Ce qu'on peut se donner, c'est se donner rendez-vous dans un an, en décembre 2025, après vous avoir proposé beaucoup d'outils, j'espère à travers les 17 CEPIAS, pour vous accompagner et refaire le point sur quelles sont les difficultés, quelles sont les dérives, qu'est-ce qu'on a pu constater, et pour voir s'il y a des ajustements à prévoir. Justement, les outils, vous parlez d'outils, Loïc, c'était la question de M. Meunier. Comment envisagez-vous la communication auprès des professionnels de santé dans les services? Alors vous, c'est SF2H et l'ensemble du réseau des CEPIAS, et même très certainement les personnes qui sont, qui participent à ce webinaire. Donc, les hygiénistes du groupe de rédaction ont-ils déjà initié donc, des documents vers les équipes de terrain? Et si oui, et puis aussi, les hygiénistes du groupe ont-ils déjà mis en place ces recommandations dans leurs hôpitaux respectifs? Mais pour assurer Olivier, je pense qu'effectivement, il faut, et je l'ai dit, j'ai même insisté, il ne faut pas faire porter ces seules recommandations sur les seuls hygiénistes. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, la crise Covid l'a montré, s'il n'y a pas d'appropriation à tous les niveaux, direction, CME, direction des soins infirmiers, pour l'ensemble des professionnels, techniciens, administratifs, c'est-à-dire qu'il faut imaginer, et là on ne peut pas demander aux OH de tout imaginer, de tout inventer, c'est aussi aux CEPIAS de le faire, et nous on va se proposer d'essayer d'en faire le plus possible. Alors ça ne veut pas dire que vous, dans les établissements, vous n'avez plus rien à avoir à faire, bien au contraire, vous allez être quelque part les porte-paroles, les VRP, vous prenez ce que vous voulez comme expression, de documents, on va faire des vidéos, on va faire... des produits différents pédagogiques pour justement expliquer à un directeur d'établissement en quoi consistent ces recommandations, mais avec des mots simples. Parce qu'un directeur d'établissement, c'est pas pour se moquer d'eux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser les mots qu'on vient d'employer là au cours de cette heure et demie qu'on vient de passer ensemble. Il faut leur expliquer simplement ce que sont la prévention, et complémentaires, les précautions complémentaires respiratoires, et en quoi ça implique son établissement. Comment ça implique son établissement? Qu'est-ce que lui, en tant que directeur, il doit formuler comme proposition? Achat de capteurs CO2, etc., etc. Même chose au niveau des médecins, du médecin lambda d'un établissement. Même chose au niveau d'une infirmière lambda. C'est là qu'il faut imaginer la communication. Et c'est des choses qu'on n'a pas toujours su faire parce qu'on a toujours demandé aux hygiénistes de monter au front et d'aller affronter le médecin, chef de service, rotor, parce qu'il en existe, la cadre acariate. Et ça, il faut éviter. Il faut effectivement plus se servir des CEPIAS pour justement éviter d'être confronté à ces problématiques. Et puis, il y aura des questions qui seront sans réponse. Des recommandations n'ont pas non plus objectif de répondre à toutes les problématique. C'est comme le code de la route, il existe et pourtant tous les jours on peut enfreindre le code de la route. On sait qu'il existe, les recommandations elles existent, on voit qu'elles vont essayer En fait l'objectif des recommandations c'est de faire en sorte que s'il y a une nouvelle pandémie Covid, on ait peut-être un peu moins de 166 000 morts comme on a eu en France au cours des 4 dernières années de la Covid, avec quelques professionnels qui ont payé un lourd tribut. Donc c'est aussi en cela qu'il faut que ces recommandations elles soient mises autant se peut en application. Mais on n'a pas
il ne faut pas oublier que les recommandations n'ont pas une obligation de résultat. On n'est pas du domaine de la loi, on n'est pas du domaine du décret, on n'est pas du domaine de l'arrêté, on est du domaine de la recommandation. Donc, on essaiera. Alors, Je m'emporte. Monsieur Meunier n'est pas inquiet, Loïc, hein, pas du tout, mais simplement, il voulait savoir s'il y avait déjà eu une réflexion ou s'il y avait déjà eu des outils qui étaient déjà en cours de rédaction. Olivier, dans ma dernière ou avant-dernière diapo, je ne sais plus, j'ai présenté les groupes de travail qui étaient en train de se constituer. Je rappelle que les recommandations sont sorties début novembre et qu'on est là aujourd'hui le 10 décembre. Donc, et on s'est donné toute l'année 2025 pour accompagner les établissements en leur proposant des outils. Donc, Olivier, c'est un tout petit peu de temps, on va y arriver. Donc, monsieur Fradin du CH Nord-Ardenne, quant à lui, se pose la question par rapport donc à ces recommandations. Est-ce qu'elles vont à l'encontre des recos d'exposition à la tuberculose? Par exemple, si je suis exposée 30 minutes sans masque, est-ce que je suis contact à risque de développer une tuberculose versus les recos tuberculose qui sont de 8 heures apparemment? Moi non plus, je n'ai pas vraiment le temps exact, je ne m'en souviens plus. Là, mais elle vous voyez, ta question, Benjamin. Voilà, y a-t-il une discordance? En tout cas, il y a une discordance. Est-ce que ça va à l'encontre, Loïc? Je serais très étonné, Benjamin, pour la raison simple, c'est qu'il y avait Dr Fraisse qui faisait partie du groupe, et le Dr Fraisse, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Et c'est pour ça qu'il y a des recommandations spécifiques sur la tuberculose qui ont été intégrées dans le guide SF2H. Et c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien la question. C'est d'ailleurs, c'est pas pour le louer, c'est celui qui a le plus proposé de littérature à lire. Donc, des centaines et des centaines d'articles. Donc, à la limite, la question que tu poses, Benjamin, il faudrait qu'on la reformule et qu'on la pose au docteur Fraisse pour savoir ce qu'il en pense. Mais là, je n'ai pas de réponse comme ça. Je ne voudrais pas te dire de bêtises, Benjamin. Je suis désolé. Je préfère rien dire que de dire des bêtises. Mais ta question, on peut la poser. Parce que Gaspard a écrit également, on ne va pas dire un commentaire, mais en tout cas apporter des précisions quant à son questionnement de plus haut par rapport aux 1300 TP. Il suffit de comparer avec les autres pays européens en termes de réglementation. Monsieur Gaspard donc, précise qu'il ne conteste pas du tout. Il y a une grande marge entre les différents pays. De plus, ce n'est pas un avis, c'est du vécu. Voilà, je trouve une valeur de 1300 avec 50 personnes dans une salle à manger pendant 45 minutes, et ce, avec peu de distance entre les patients ou les résidents. Ce n'est pas donc optimal. Mais voilà. Dans une diapo, j'ai dit que la ROCO, c'était inférieur à 1300, c'est du Code du travail. Hein. Donc là aussi, par contre, le Code du travail, ça suppose une réécriture du Code du travail. Ce n'est pas à la SF2H de réécrire le Code du travail, c'est effectivement bien plus complexe. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dit que ça serait bien de tendre vers moins de 800 ppm de CO2. C'est-à-dire qu'actuellement, le Code du travail, c'est 1300. Mais j'entends ce que dit Philippe, hein, c'est-à-dire que c'est déjà un très haut niveau d'exposition, hein, parce que ça veut dire que quand on a 1200, allez, 99 ppm de CO2 dans une pièce, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement d'air, et donc du coup on baigne dans un nuage liquide et gazeux qui est déjà bien constitué. Mais l'objectif, c'est 800, sauf que le Code du travail, c'est pas marqué 800, c'est marqué 1300. Donc du coup voilà, c'est un compromis, c'est inférieur à 1300, mais il faut tendre vers moins de 800 ppm. Il a raison, Philippe, 1300, c'est très élevé. Mais voilà, les recommandations doivent être aussi en concordance avec la réglementation et le Code du travail. Eh bien, je pense que nous avons j'ai noté, merci Nathalie d'avoir fait ce travail. J'ai noté dans le chat que le PowerPoint que j'ai présenté, qu'on a construit, serait proposé à tout le monde. Donc il sera mis en accès libre sous forme PDF sur le site du CEPIAS Grand Est. Comme ça, vous pourrez vous l'approprier. Et puis éventuellement, surtout n'hésitez pas d'alimenter la foire aux questions. Alors, ne noyez pas non plus Olivia Ketapers, Sarah Romano-Bertrand et l'ensemble du groupe dont j'appartiens sous des milliers, vous savez, comme on peut le voir à l'Assemblée nationale, sous des milliers de petites questions inutiles. Posez des questions utiles, soyons collectivement et individuellement intelligents, et je vous fais confiance. Il y a Madame de Colmar qui a levé la main, je crois. Je me trompe ou pas?
Oui, Loïc, bonjour. Ah, j'avais pas vu. Bonjour. C'est Léo H de Colmar. On voulait savoir par rapport au temps d'exposition, les 15 minutes, 30 minutes, etc. C'est des temps cumulés ou des Non, temps… non, c'est pas des temps cumulés, c'est des temps pris individuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres dans une chambre, c'est 15 ou 30 minutes. C'est pas dans une journée, parce que sinon, le temps cumulé, il est atteint au bout d'une heure de travail. Ben, c'est ça, mais non. le risque chez un patient chez lequel on va rentrer 4 fois enfin, tu vois, de très nombreuses Je fois, te rappelle que même si tu c'est des temps porteras un courts. masque chirurgical. Au minimum, tu portes un masque chirurgical, puisque tu es dans le cas de figure de des verres sur le graphe, c'est-à-dire sur la bac, hein, où tu es avec des précautions complémentaires simples. Je rappelle que le masque chirurgical, c'est là aussi, il Ouais, faut dédramatiser. Quand il est bien porté, il est plus efficace que l'appareil de protection respiratoire mal porté. oui, D'autant on plus est que bien d'accord là-dessus. n'oubliez pas qu'on aura des masques, on devra obligatoirement avoir plusieurs tailles de masques, donc vous aurez encore des masques qui seront encore mieux adaptés à chaque morphologie. Donc je ne suis pas très inquiet. On a très bien survécu sans FFP2 pour beaucoup d'entre nous pendant la crise Covid. Ben oui. Ok, merci. De rien. Allez, une petite dernière, si vous voulez. Je ne sais pas, je vois hygiène, salle de staff 01. Il y a une main qui est levée, mais il n'y a pas de. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Bonjour. Bonjour, donc on est EOH, EMH d'Épinal. Moi, j'ai Bien. une question par rapport au masque FFP2. Quand on regarde les précautions complémentaires respiratoires en renforcé en maximal, c'est préconisé que le patient, le résident malade, porte un masque FFP2. Oui, Et si j'avais possible. notion que ces masques-là ne protégeaient que celui qui le porte. Alors, vous avez raison, c'est une observation, vous avez bien lu le document, c'est une nouveauté et on a souhaité intégrer cette notion nouvelle, puisqu'on avait dit, et vous avez raison de le rappeler, qu'on ne faisait pas apporter de FFP2 aux patients. On l'a dit pendant toute la crise Covid. Et il s'avère que dans d'autres pays, et la littérature montre qu'on a quand même peut-être un bénéfice dans certaines situations si le patient est compliant. Si le patient est compliant, on parle de patients parce que les résidents, ce sera encore plus compliqué de leur faire porter un FFP2 parce que le port du FFP2 est un port qui n'est pas facile à réaliser parce qu'il est quand même pas très sympa. C'est pour ça que moi, je ne me bats pas pour le FFP2. Hein. Vaut mieux un masque chirurgical bien porté, bien taillé, qu'un FFP2 qui est lourd à porter, qui est pénible à porter. Eh bien, c'est la même chose. Il faudra, si possible, dans certaines situations, proposer un FFP2 aux patients. Et c'est une notion nouvelle. Vous avez raison, vous l'avez identifié. Donc en fait, il fonctionne. Il fonctionne quand même à double sens. Enfin, Oui, en tout cas, on estime qu'il y a un intérêt partagé. C'était sur une de mes diapos, vous la retrouverez, parce que comme toutes mes diapos seront en accès libre, c'était évoqué que le FFP2 pouvait être potentiellement porté par le patient, qu'il y avait un intérêt. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, hein, ça je reconnais. Mais vous ne focalisez pas forcément là-dessus. Je pense qu'il est bien plus important que demain, on ait plusieurs tailles de masques et plusieurs tailles de FFP2 et qu'on puisse avoir le bon EPI pour le bon visage. C'est hyper important, ça. Si. De rien. Du coup, on va peut-être clôturer. Hein, on va peut-être pas... Sauf si vous avez encore des questions. Hein, je suis ouvert à toute question, il n'y a pas de souci. Nous sommes ouverts avec Émilie, Nathalie, que je remercie, qui ont participé. Il y a aussi Sophia, Rachel à Strasbourg. Il y a Carole. Hein. Alors, Carole est un peu jet-laguée, donc elle est peut-être en train de dormir. Hein. Non, j'exagère. Du coup, nous, on se tient à votre disposition et vous avez bien compris qu'en 2025, vous entendrez parler de nous. On reviendra vers vous pour vous proposer des outils et pour vous accompagner tout au long de l'année 2025. Il y a peut-être qu'Émilie, est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur les formations qui sont prévues peut-être sur le sujet en 2025? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce qu'on prévoit de nouveaux webinaires? Est-ce qu'on prévoit en fin d'année 2025 de faire un bilan d'étape, hein, voir comment se sont intégrées ces précautions complémentaires et respiratoires? Est-ce qu'il y a des choses à dire sur formation? Oui, alors je tenais juste à préciser que Carole était vivante, elle est là, mais on a un problème d'informatique, donc c'est soit moi, soit elle qui pouvons allumer, mais elle est avec moi. Hein. Elle entend Très bien. tout.
Juste précision, oui, alors en termes de réjouissance, il est prévu, alors on a déjà de programmer un nouveau webinaire autour de cette question-là, mais quelque chose que l'on souhaite plus pratico-pratique, c'est un peu monade, excusez-moi, c'est pas joli. Donc quelque chose de plus pratique, avec des retours d'expérience sous forme de webinaire, fort probablement même le 23 septembre. Sur les dates de webinaire que l'on a fixées, puisqu'on a fixé un certain nombre de dates de webinaire. Donc voilà, un webinaire qui laisse le temps aux outils d'être travaillés, formalisés, aussi bien les outils interCEPIAS que les outils établissement, avec des exemples d'organisation et des retours d'établissement. On a également une formation autour des précautions complémentaires destinée aux EEH qui le souhaitent. Une formation qui évidemment fera la part belle à ces nouvelles précautions respiratoires. Là, on est sur de la formation, donc sur une journée, hein, c'est quelque chose de plus lourd, de plus interactif. Et cette formation, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais elle est prévue le 19 mai, le lundi 19 mai. Du côté des territoires, je sais que l'Alsace, je suis désolée, je ne me souviens plus de la date, je crois que c'est fin janvier, si je pense peut-être le 24 janvier, si Rachel et Sophia sont autour de la table, mais elles sont là. Une réunion avec les EOH, leurs EOH autour de cette thématique, et en Champagne-Ardenne, il y a une réunion qui est prévue le 27 février avec les EOH de Champagne-Ardenne, EOH, EMH, hein, bien sûr. Quand je dis EOH, ça comprend également les EMH qui travaillent pour les établissements médico-sociaux, qui est sur cette thématique. Ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui était prévu pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose, mais voilà. Ça, plus la SF2H communiquera tout au long de l'année 2025, idem de la part de ce qu'on appelle nous l'inter-CEPIAS, c'est-à-dire la coordination des 17 CEPIAS. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas question que les OH affrontent et mettent en place seuls ces nouvelles précautions complémentaires respiratoires dans leur établissement. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à revenir vers nous. On n'a pas réponse à tout, on n'a pas solution à tout, mais au moins on peut partager et voir avec vous comment avancer et comment solutionner. Et puis nous, on peut toujours voir avec nos collègues des autres régions s'ils ont rencontré le même type de difficulté. Donc voilà, c'est ça. En fait, on a une obligation, j'allais dire, de moyens, pas forcément de résultats, mais il faut qu'on se laisse aussi un peu de temps, vous et nous, pour s'approprier ces nouvelles recommandations et les faire partager à l'ensemble des professionnels de nos établissements. À l'ensemble des professionnels de nos établissements. Rachel, vous avez levé la main. Oui, bonjour à tous. Alors, je confirme que nous avons maintenu nos rendez-vous des hygiénistes en Alsace, mais nous avons dû changer la date pour des questions d'organisation. Ça sera le 23 janvier. Un jeudi 23 janvier, on ne tardera pas trop. Enfin, on essaie de ne pas trop tarder à vous envoyer le programme de cette journée. Donc voilà, ça sera plus le 14 janvier, mais le 23 janvier, et on fait très vite pour vous envoyer le programme. Et il sera question de ces recommandations. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas à ce moment-là. N'hésitez pas chacune de noter vos difficultés. On peut imaginer faire une compilation de difficultés et pour chaque difficulté, il faudra trouver collectivement, individuellement, une solution à court, moyen ou long terme. Des fois, il y a des choses qui seront peut-être du domaine de l'insolvable. On a vu pour les capteurs CO2, on ne peut pas équiper chaque pièce d'un capteur CO2, mais il y a, comme le rappelait Émilie, il y a possiblement quand même un certain nombre de moyens. Bon, bah écoutez, je crois que c'est un beau cadeau de Noël qu'on vous a fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas un beau cadeau de Noël, c'est un cadeau de Noël utile. Vous savez, il y a des cadeaux de Noël futiles et des cadeaux de Noël utiles. Celui-là, il est utile parce qu'il est post-Covid et que pendant la Covid, on a quand même traversé beaucoup de difficultés et ça tend à répondre aux difficultés rencontrées pendant la crise Covid. Donc, comme tout cadeau de Noël utile, on fait tous toujours un peu la gueule parce que c'est pas ce qu'on aurait aimé avoir comme cadeau. On préfère des fois le futile à l'utile.
Voilà, on vous a apporté ça, on en rediscutera en 2025. Et moi, à titre personnel, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année qui vont arriver très vite. Et puis, on va se retrouver tous et toutes en 2025. Voilà, merci.